Mon fils Julien disait que ma Peugeot 2008 avait besoin de maintenance pour me garder en sécurité avant mon voyage de fin de semaine à La Baule. Le lendemain, quand je suis allé la récupérer, mon portefeuille est tombé et je me suis baissé pour le ramasser. C'est là que j'ai trouvé un tracker GPS caché sous le véhicule. Au lieu de le confronter, j'ai retiré l'appareil en silence et je l'ai placé sur un camion qui allait en Belgique. Le lendemain, j'ai reçu un appel étrange. J'ai 68 ans et je pensais avoir tout vu dans cette vie, qu'après avoir enterré ma femme Marie, élevé mon fils Julien seul pendant des années et survécu aux tempêtes que la vie nous jette, rien ne pouvait plus me surprendre. Mais je me trompais. Tout a commencé un jeudi normal de mars. J'organisais mon voyage de fin de semaine à La Baule avec mes amis du club de belote. Cela faisait des mois que nous planifions cette escapade. Nous allions séjourner dans un chalet en bord de mer, boire du vin rouge, jouer à la belote, rire des malheurs de la vie, comme seuls les hommes de notre âge savent le faire. Mercredi soir, mon fils Julien est apparu à la maison sans prévenir. C'était déjà étrange, car il venait rarement me rendre visite sans sa femme Sophie. Il a sonné à 20 heures, avec ce sourire que je n'ai jamais réussi à décrypter complètement. « Papa, je viens jeter un œil à ta Peugeot 2008 avant le voyage », a-t-il dit en entrant sans attendre d'invitation. « Je m'inquiète. Tu vas prendre la route seul avec tes amis et on sait comment c'est la sécurité sur les routes. » J'ai trouvé ça bizarre. Ma voiture était neuve, une Peugeot 2008-2022 que j'avais achetée comptant avec l'argent que ma défunte femme Marie m'avait laissé. Je faisais toutes les révisions chez le concessionnaire religieusement, mais Julien a tant insisté que j'ai fini par lui donner les clés. « Laisse-moi faire. Demain après-midi, je te la ramène. Tout vérifier. » Il est parti avec ma voiture et je suis resté avec cette sensation étrange dans l'estomac. Vous savez, quand quelque chose ne colle pas, mais vous ne parvenez pas à identifier exactement quoi. Jeudi après-midi, il est revenu avec la Peugeot 2008, l'a garée devant la maison à Saint-Malo, est entré et m'a rendu les clés. Tout bon papa. Vidange faite, pneus vérifiés, freins contrôlés. Tu peux voyager tranquille. J'ai remercié un peu gêné. Julien avait ce talent de faire passer ses gestes pour des faveurs immenses, comme si je lui devais une gratitude éternelle pour chaque action. Il est parti, et je suis allé à la garage vérifier. C'est alors que mon portefeuille a glissé de la poche de mon pantalon et est tombé par terre. Je me suis baissé pour le ramasser, et là, juste sous la voiture, presque invisible dans l'ombre, j'ai vu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un petit objet noir avec une LED qui clignotait discrètement. Mon cœur s'est emballé. Je ne suis pas de ces vieux idiots que les séries adorent montrer. Je lis, je regarde des documentaires, je sais ce qui se passe dans le monde. Alors, la main tremblant légèrement, je me suis allongé sur le sol de la garage. J'ai étiré le bras et je l'ai tiré. C'était un tracker GPS, petit, magnétique, collé sous le châssis de ma voiture. Je suis resté assis là sur le béton froid de la garage, tenant cette chose dans la main, essayant de traiter l'information. Mon fils avait placé un tracker sur ma voiture, pas pour me protéger, pour me surveiller. La rage est venue en premier, puis l'humiliation. Et enfin, une froideur que je ne savais même pas exister en moi. J'aurais pu l'appeler, le confronter, appeler Sophie et faire un scandale. Mais je n'ai rien fait de tout ça, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus grand. Et si je voulais découvrir la vérité, il fallait que je sois plus malin qu'eux. Je me suis levé du sol, j'ai dépoussiéré mon pantalon et j'ai mis le tracker dans ma poche. Je suis rentré à la maison, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à chercher. En 30 minutes, je savais exactement comment cet appareil fonctionnait. Il envoyait la localisation en temps réel vers une application sur smartphone. Julien me traquait, alors j'ai eu une idée qui m'a semblé géniale sur le moment, mais dont je n'avais aucune idée de l'endroit où elle allait me mener. Ce même soir, je suis allé à la station Total de l'autoroute A13 Normandie, une des 3 que mon défunt beau-frère avait eue et que j'avais vendue il y a des années, mais que je connaissais encore comme ma poche.
Je me suis assis sur un banc en bois dehors, buvant un café réchauffé, observant les camions s'arrêter pour faire le plein. Quand j'ai vu un camion avec plaque Bretagne chargé de légumes s'arrêter pour faire le plein, je me suis approché. Le chauffeur était un monsieur grisonnant avec une tête de routier dans l'âme. « Excusez-moi, monsieur, vous allez où ?» ai-je demandé. « Frontière. Je vais en Belgique faire une livraison. » Il a répondu méfiant. « Parfait. » Pendant qu'il entrait payer, je me suis approché du camion, je me suis baissé et j'ai collé le tracker solidement sous la carrosserie. Bien caché. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient fermes. Je suis rentré à la maison, pris une douche et dormi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Vendredi matin, mon iPhone a sonné à 7h15. C'était Julien. J'ai regardé l'écran qui clignotait et j'ai senti un frisson dans le dos. J'ai répondu d'une voix calme, sereine. « Allô, papa ?» « Dieu merci, tu décroches. Tu vas bien ? Où es-tu ?»« Je suis à la maison, Julien. »« Pourquoi ? » ?»« À la maison ? Tu es sûr ? » ?»« Bien sûr que j'en suis sûr. Je prends mon café dans ma cuisine. Qu'est-ce qui se passe ? » Silence de l'autre côté. J'entendais presque les rouages tourner dans sa tête. « C'est que j'ai installé une application de sécurité sur ta voiture, tu sais, pour te protéger. Et elle montre que tu es en Belgique. » J'ai laissé le silence planer quelques secondes. Puis j'ai forcé un rire confus. « Belgique. Julien, je ne sais pas de quoi tu parles. Ma Peugeot 2008 est dans mon garage. Tu veux que j'aille à la fenêtre et que je regarde ? » Non, pas la peine. Ça doit être un défaut de l'application. « Quelle application, Julien ?» J'ai laissé la question en suspens lourde. « Ah, un système de sécurité que j'ai installé. Au cas où on volerait ta voiture, on pourrait la tracer. » Je comprends. Quelle gentillesse de ta part. Ma voix était douce, mais chaque mot était aiguisé comme du verre. « Mais tu ne penses pas que tu aurais dû m'avertir avant ? » J'allais t'avertir. Je voulais faire la surprise. « Surprise ?» J'ai répété le mot lentement. « Bon, Julien, je dois raccrocher. J'ai fini de préparer mes bagages pour le voyage. »« Tu vas encore voyager ? » ?»« Bien sûr, pourquoi pas ?» J'ai raccroché sans attendre de réponse. Et c'est à ce moment-là, assis là dans ma cuisine, tenant une tasse de café qui refroidissait entre mes mains, que j'ai compris. Mon fils ne me protégeait pas, il me traquait. Et pire, ma bru Sophie probablement savait tout. Likez, si captivé, abo les conseils de papy, commentez votre ville. Avant de continuer cette histoire, vous devez me comprendre, car ce qui s'est passé après n'a de sens que si vous savez qui je suis vraiment. Je m'appelle Henri Dubois, né en 1957 dans une famille pauvre de l'intérieur de la Bretagne. Mon père était cheminot SNCF, ma mère couturière. J'ai appris tôt qu'un homme pauvre doit être fort, il n'a pas le choix. J'ai rencontré Marie en 1976 à une fête foraine. Elle avait 19 ans, moi 18. Elle était belle, travailleuse, pleine de rêves. Nous nous sommes mariés en 1978, lors d'une cérémonie simple avec gâteau aux pommes et cidre. À l'époque, elle était caissière chez Leclerc à Saint-Malo. Julien est né en 1982. Ce fut une grossesse difficile. J'ai eu une prééclampsie. Elle a failli mourir à l'accouchement. Les médecins ont dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Donc il fut notre unique, notre prince. Marie travaillait jour et nuit. J'aidais comme je pouvais. Je vendais des gaufres au marché, donnais des cours particuliers de mathématiques aux enfants du quartier. Nous avons économisé chaque centime. En 1991, j'ai réussi à acheter la même station Shell où je travaillais. À l'époque, un business risqué, car la France était dans un chaos économique. Mais Marie avait le flair pour les affaires et j'avais le flair pour les chiffres. Pendant qu'elle s'occupait de l'opération, je m'occupais des comptes. C'est moi qui négociais avec les fournisseurs, qui contrôlais les stocks, qui identifiais les employés qui volaient. Je n'étais pas du genre à rester à la maison à regarder la télé pendant que ma femme travaillait. Nous formions une équipe. En 1998, nous avons acheté la deuxième station. En 2005,
La troisième. Notre vie s'est beaucoup améliorée. Nous avons pu acheter cette maison en 2003. Une belle maison de 3 chambres avec jardin et garage dans un quartier de classe moyenne. Nous avons payé 185 000 € à l'époque. Aujourd'hui, elle vaut presque 980 000 €. Julien a étudié dans un collège privé, fait une fac de gestion, avait tout ce que nous n'avions pas. Peut-être pour cela qu'il a grandi un peu gâté, un peu éloigné de la réalité que Marie et moi connaissions. En 2018, Marie a commencé à avoir mal à la poitrine. Nous avons fait des examens et le diagnostic est tombé comme un coup de massue, cancer du pancréas stade avancé. Elle a lutté pendant 8 mois. J'étais à ses côtés tous les jours, tenant sa main pendant qu'elle dépérissait, feignant la force, alors qu'à l'intérieur je me brisais. Marie est morte en avril 2021, à 63 ans, et j'ai découvert qu'on vivait dans un pays synonyme de proie facile. Après sa mort, j'ai dû prendre des décisions difficiles. Les stations donnaient trop de travail pour que je les gère seul à mon âge. Alors, j'ai vendu les 3 pour 2,8 millions d'euros total. J'ai investi la majeure partie dans des placements sécurisés. J'ai gardé 420 000 € en liquide sur livret A pour les urgences. J'ai acheté la Peugeot 2008 comptant pour 35 000 € et le reste continue de rapporter. Cette maison est à moi, la voiture est à moi, l'argent est à moi. Je ne dois rien à personne. Julien a reçu sa part quand nous avons vendu les stations, 350 000 € que je lui ai donnés en avance sur l'héritage. Lui et Sophie ont utilisé pour l'entrée dans un appartement à Rennes, un beau condominium dans la ville. Je pensais avoir été généreux. Je pensais qu'il comprendrait que j'avais travaillé toute ma vie pour ça, que je méritais de profiter de mes dernières années avec dignité. Mais ce que je n'avais pas compris et que j'allais découvrir après, c'est qu'aux yeux de certaines personnes, peu importe combien vous donnez, elles veulent toujours plus. Julien est entré dans notre famille en 2018, 6 mois avant que Marie ne tombe malade. Julien avait 36 ans et était désespéré de se marier. Tous ses amis avaient déjà femme et enfants. Quand il est apparu avec Sophie, une agente immobilière de 42 ans, divorcée, sans enfant, j'avoue avoir froncé le nez. Il y avait quelque chose chez elle qui me dérangeait. Le comportement trop empressé, le sourire trop parfait, les mots toujours trop justes. Marie se méfiait aussi, mais Julien était amoureux. Ils se sont mariés en 2019 lors d'une cérémonie coûteuse que Marie et moi avons payé 65 000 € au total. Sophie n'avait pas de famille présente, elle disait être distante de ses parents. Encore un drapeau rouge que j'ai ignoré. Après la mort de Marie, Julien a commencé à être plus présent dans ma vie. Il appelait toutes les semaines, apparaissait sans prévenir, offrait son aide pour les petites réparations, demandait sur mes finances, sur mes investissements, sur mes plans. Au début, je trouvais ça gentil. Après le veuvage, la solitude pèse lourd. Avoir quelqu'un qui se soucie, même si c'est le fils, semblait bon. Mais peu à peu, cette attention a commencé à sembler étouffante. Et c'est là que les commentaires ont commencé. Tout a commencé subtilement, si subtilement que si je n'avais jamais trouvé ce tracker, peut-être n'aurais-je jamais remarqué le schéma. C'était en septembre 2023, il y a environ 1 an et demi. J'étais chez Julien pour un déjeuner du dimanche. Sophie avait fait cette viande qu'elle disait spéciale, avec bière et bacon. Nous discutions de choses banales quand j'ai mentionné que j'avais oublié de payer la facture d'électricité. Rien de grave. Je devais payer le lendemain. Julien et Sophie ont échangé un regard. « Papa, tu oublies beaucoup ces derniers temps ?» demanda Sophie avec ce ton d'inquiétude exagéré. « Oubliez ma fille. Tout le monde oublie une facture de temps en temps. Mais tu n'as jamais été comme ça, insista-t-elle. Tu as toujours été si organisé. Ne serait-il pas temps que je t'aide avec ces choses ?» J'ai ri, trouvant ça absurde. « Sophie, j'ai 67 ans, pas 90. Ma tête fonctionne parfaitement, mais la graine était plantée. » La semaine suivante, j'ai oublié mon portefeuille quand je suis allé au Carrefour, chose qui arrive à tout le monde. J'avais déjà pris les courses, j'étais à la caisse quand je m'en suis rendu compte. Je suis rentré à la maison, pris le portefeuille, retourné au magasin. Quand je l'ai raconté à Sophie, elle a encore fait cette tête.
Papa, ça m'inquiète. Tu conduis dans cet état? Quel état, Sophie? J'ai oublié mon sac, pas comment conduire. Mais elle insistait et Julien acquiesçait toujours, ajoutant ses propres inquiétudes. Papa, on veut juste ton bien. Avec l'âge qui arrive, normal que le cerveau ralentisse. Rien de honteux là-dedans. L'âge qui arrive, comme si j'étais centenaire. Les commentaires sont devenus plus fréquents. À chaque fois que je les voyais, il y avait une nouvelle inquiétude, que je conduisais trop vite, que je marchais seul la nuit. J'étais allé au cinéma à 19h du soir, bon sang, que je me faisais des amitiés étranges, parce que j'avais rejoint un club de lecture et rencontré des femmes merveilleuses que je dépensais de l'argent sans nécessité. J'avais acheté un TV neuf pour mon salon. Chaque visite devenait un interrogatoire, déguisé en inquiétude. Papa, tu te souviens où tu as rangé les documents de la maison? Papa, tu prends bien tes médicaments? Je ne prenais que de la vitamine D prescrite par le médecin. Papa, ne devrais-tu pas me donner une procuration juste pour la sécurité? Cette dernière m'a mis en alerte. Procuration? Pourquoi, Sophie? Ah, papa, et si quelque chose t'arrive? Quelqu'un doit pouvoir accéder à tes comptes, régler les choses. Si quelque chose m'arrive, tout est déjà prévu dans le testament. J'ai répondu sèchement. Le visage de Julien s'est fermé une seconde. Juste une seconde. Mais je l'ai vu. En octobre, Sophie m'a demandé de l'accompagner à un rendez-vous médical. Quand nous sommes arrivés, c'était une gériatre qu'elle avait pris sans me prévenir. Papa, juste un bilan de routine pour les gens de notre âge. Notre âge? Tu as 42 ans, Sophie. Mais j'y suis allé. La médecin a été gentille, posé des questions normales, testé ma mémoire avec ses questions bêtes. Quelle date aujourd'hui? Qui est le président? Compte de 100 en arrière par 7. J'ai passé tout avec mention. La médecin m'a souri et dit « Vous êtes parfaitement bien, monsieur Dubois, mémoire excellente pour n'importe quel âge. » Le visage de Sophie est tombé. Julien, qui était dans la salle d'attente, était visiblement contrarié du résultat. C'est à ce moment que quelque chose a cliqué en moi. Il voulait que je sois malade. Il voulait des preuves que j'étais incapable. Mais pourquoi? En novembre, Julien est apparu à la maison avec une proposition. « Papa, j'ai vu un projet immobilier incroyable. Appartement neuf sur plan, excellente localisation. Si tu investis 300 000 € maintenant, en 2 ans, ça devient 500 000 €. Facile. » Je l'ai regardé calmement. « Julien, je n'investis dans rien sans analyser les documents. Envoie-moi les infos, je vois avec mon comptable. » Il est devenu rouge. « Comptable, mais papa, tu me fais confiance, non? »« Confiance, oui, mais argent, c'est argent. » Il ne m'a jamais envoyé les documents. En décembre, ils ont insisté à nouveau sur l'histoire de la procuration. Cette fois, Julien est venu avec des papiers imprimés. « Regarde, papa, j'ai tout préparé. Tu signes juste ici. C'est une procuration simple, juste pour les urgences. » J'ai pris les papiers et lus. Ce n'était pas une procuration simple, c'était une procuration permanente avec pouvoir très large. Vendre des biens, bouger des comptes, faire des contrats. « Julien, ça me donne le pouvoir de vendre ta maison sans que tu le saches. »« Non, non, papa, juste pour urgence. »« Alors pourquoi tous ces pouvoirs ?» Il a bégayé. Sophie est venue à sa défense. « Papa, tu es méfiant. On veut juste aider. » J'ai déchiré les papiers devant eux. Je ne signerai pas ça et je ne veux plus entendre parler de ce sujet. Ils sont partis de la maison offensés, disant que je devenais impossible. Janvier 2024 est arrivé. J'ai passé le nouvel an seul parce que Sophie disait qu'ils partaient en voyage. Ils ne m'ont pas invité. Sur le moment, j'ai fait semblant que ça ne me touchait pas, mais ça faisait mal. En février, j'ai découvert par hasard qu'ils n'avaient pas voyagé. Ils étaient à la maison. Une voisine m'en a parlé au marché. Bien que Sophie ait passé le nouvel an à la maison, non, je les ai vus sur le balcon. Ils avaient menti, m'avaient exclu volontairement. C'est là que j'ai commencé à assembler les pièces, les commentaires sur ma santé mentale, l'insistance sur la procuration, la tentative de me faire investir dans quelque chose de douteux, les mensonges, mais je ne comprenais pas encore le tableau complet.
Jusqu'à ce jeudi de mars où j'ai trouvé le tracker et tout a pris sens. Likes, abos, les conseils de papy, commentez votre ville. Après cet appel étrange de Julien vendredi matin, je savais qu'il fallait agir vite, mais intelligemment. Je ne pouvais pas les laisser comprendre que j'avais découvert leur jeu. Alors, j'ai fait semblant de normalité. J'ai préparé mes bagages, appelé mes amis confirmant le voyage, et vendredi après-midi, je suis parti de la maison avec la Peugeot 2008. Mais je ne suis pas allé à La Baule. Je suis allé au parking d'un centre commercial. J'ai laissé la voiture là et pris un Uber de retour à la maison. Si Julien me traquait aussi par le téléphone, et je le soupçonnais, il verrait que j'étais au centre commercial achetant des choses pour le voyage, théoriquement. Je suis arrivé à la maison, verrouillé toutes les portes, fermé tous les rideaux, et commencé à réfléchir pourquoi quelqu'un mettrait un tracker sur la voiture de son père. La réponse la plus évidente pour surveiller où il va. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherchait? Et alors je me suis souvenu de tous les commentaires sur ma mémoire faible, sur le fait que j'étais confus, que j'avais besoin d'aide. Il construisait une narration que j'étais sénile, incapable, dangereux pour moi-même. Et le tracker en faisait partie. Avec lui, il pourrait documenter si je conduisais de manière erratique. Il pourrait prouver que j'étais perdu. Il pourrait créer de fausses preuves que j'étais un danger au volant. Et avec ces preuves, il pourrait me faire interdire judiciairement. Interdiction. Le mot est tombé dans ma tête comme une pierre. J'avais lu là-dessus. Quand une personne est considérée légalement incapable, un curateur est nommé pour gérer ses biens, ses décisions, toute sa vie. Et généralement, ce curateur est un proche, comme un fils ou une bru. J'ai senti un froid dans le dos. C'était ça. C'était exactement ça qu'il planifiait, m'interdire judiciairement, prendre le contrôle de mes biens, de mes 420 000 € en épargne liquide, de mes placements, de ma maison qui valait presque 1 million, et je ne serais qu'une vieille personne confuse que la famille a dû protéger d'elle-même. Mais j'avais besoin de preuves, j'avais besoin d'être sûr avant d'agir. Alors j'ai fait quelque chose qu'à 68 ans je n'aurais jamais cru faire. J'ai pris mon iPhone, suis allé sur une boutique en ligne d'équipement de sécurité et commandé 3 caméras espions minuscules, taille bouton, avec enregistrement audio et vidéo. J'ai payé 809 € avec livraison express pour le lendemain. J'ai aussi contacté un technicien informatique, le fils d'une amie du club de belote, et lui ai demandé de venir samedi. J'ai payé 300 € pour qu'il vérifie mon téléphone, mon ordinateur, cherche n'importe quel logiciel espion ou tracker. Il a trouvé 2 applications que je n'avais pas installées, une de localisation familiale et une autre de backup de messages. Julien avait accès remote à mon téléphone, pouvait voir mes messages, ma localisation, tout. Le jeune a supprimé les applications, installé des protections, changé tous mes mots de passe. Monsieur Dubois, celui qui a fait ça a commis un crime. Invasion de vie privée. Vous devriez porter plainte? Je porterai plainte, ai-je promis. Mais à ma manière. Samedi soir, les caméras sont arrivées, petites, discrètes, parfaites. J'ai passé la nuit à les installer. Une dans le salon, déguisée dans un cadre photo. Une autre dans la cuisine, dans un vase décoratif sur l'étagère. La 3e dans ma chambre, dans le réveil digital, toutes connectées à mon iPhone, enregistrant tout. Dimanche, j'ai appelé Sophie. Ma fille, désolé de ne pas avoir voyagé. J'ai eu peur d'y aller seule, finalement. Est-ce que toi et Julien pouvez venir déjeuner aujourd'hui? Il faut que je parle avec vous. Elle est restée silencieuse un moment. Parler de quoi, papa? De ce que vous dites avoir raison, que j'ai besoin d'aide. Je pouvais sentir son sourire au téléphone. Bien sûr, papa, on arrive à 13 h. J'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient de ferme. J'ai préparé une lasagne bolognaise, le plat que Julien adorait. J'ai mis la table joliment, une nappe brodée de ma mère, allumé des bougies. Quand ils sont arrivés, Julien avait cette expression de satisfaction mal dissimulée. Sophie m'a serré fort, parlant sans arrêt. « Papa, quel bien que tu aies pris cette décision. On était si inquiets. » Nous nous sommes assis pour déjeuner.
J'ai servi la nourriture, servi le vin et écouté. Alors papa, a commencé Julien, en se servant de lasagne. De quoi voulais-tu parler? Je réfléchissais à ce que vous me dites sur le fait que j'oublie, que je suis confus. On s'inquiète juste pour toi, papa, dit Sophie en prenant ma main. Je sais, et peut-être que vous avez raison. Je me suis senti un peu perdu parfois. C'était un mensonge, mais j'avais besoin qu'ils y croient. Julien s'est penché en avant. Alors tu vas accepter de l'aide? Oui, mais je voulais mieux comprendre ce que vous suggérez. Ils ont échangé un regard. C'était comme regarder deux acteurs suivre un script. Eh bien, papa, on pense qu'il serait bien que tu nous donnes cette procuration juste pour les urgences, comme on en avait déjà parlé. Et peut-être, a ajouté Julien, tu pourrais venir vivre avec nous. Cette maison est trop grande pour toi seul. Tu pourrais la louer, avoir un revenu supplémentaire et être dans un endroit où il y a des gens pour prendre soin de toi. Louer ma maison, bien sûr. Et avec leur procuration, je n'aurais même pas besoin d'accepter. Et qu'arriverait-il à l'argent du loyer? Ai-je demandé, feignant la naïveté. On le garderait pour toi, évidemment, a dit Sophie. Et ma voiture? Ah, papa, tu n'as plus besoin de conduire, c'est dangereux à ton âge. Dangereux à mon âge, j'avais 68 ans, pas 90. Et mes économies, mes investissements? On s'occuperait de tout, a dit Julien avec son sourire huileux. Tu n'aurais rien à t'inquiéter. Tu pourrais juste te reposer, profiter de la vie. Profiter de la vie. Pendant qu'ils vidèrent mes comptes, j'ai respiré profondément. Les caméras enregistraient tout. Et si je ne veux pas? Le silence est tombé sur la table comme une pierre. Comment ça, papa? Demanda Sophie tendue. Et si je ne veux pas donner la procuration? Et si je ne veux pas quitter ma maison? Et si je veux continuer à conduire, voyager, vivre ma vie? Julien a laissé tomber sa fourchette dans l'assiette. Le bruit a résonné dans la pièce. Papa, on essaie de t'aider, mais si tu ne coopères pas, on devra prendre des mesures plus drastiques. Quelles mesures? Il m'a regardé froidement. Il existe des moyens légaux de protéger les personnes qui ne peuvent plus prendre de décisions par elles-mêmes. Interdiction. Il n'a pas dit le mot, mais il était là, suspendu dans l'air. Tu me menaces, Julien. Je te protège. Tu es clairement malade, papa. Oubliant, confus, conduisant de manière dangereuse. On a documenté tout ça. Documenté? Quel genre de documentation? Ai-je demandé, gardant la voix calme. Sophie est intervenue. Papa, on veut juste ton bien. S'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. Je me suis levé de table. Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Julien s'est levé aussi. Tu vas le regretter, papa, on ne plaisante pas. Moi non plus. Ils sont partis en claquant la porte. Je me suis assis sur le canapé tremblant, pas de peur, de rage. Cette nuit-là, j'ai regardé les enregistrements 3 fois. Chaque mot, chaque expression, chaque menace voilée. Et c'est là que j'ai décidé, il voulait la guerre, il l'aurait, mais je combattrai avec mes armes, et il ne saurait pas ce qui les a frappés avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des moments dans la vie qui nous changent pour toujours, des moments qui divisent notre histoire en avant et après. Pour moi, cette nuit de dimanche en fut un. Après que Julien et Sophie soient partis, je suis resté assis sur le canapé du salon. Dans le même salon où Julien a fait ses premiers pas, où nous avons fait tant d'anniversaires, où Marie et moi regardions la télé enlacés après le dîner. Et j'ai pleuré d'une manière que je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Marie. Ce pleur qui vient du fond de l'âme, qui la déchire, qui fait trembler tout le corps. Parce que ce n'était pas à propos de l'argent, jamais. C'était à propos de mon fils, le garçon que j'avais porté dans le ventre de Marie pendant 9 mois difficiles, pour qui elle avait failli mourir, que j'avais allaité, pour qui je m'étais levé la nuit avec de la fièvre, à qui j'avais appris à lire, à faire du vélo, à être fort. Ce fils essayait de me voler, pire, essayait de me faire déclarer fou pour le faire. J'ai pris mon iPhone et ouvert la galerie photo. J'avais des centaines de photos de Julien le premier jour d'école, avec son cartable énorme dans le dos, de son baccalauréat, beau, dans ce costume bleu clair, de son mariage, quand j'ai tenu ses mains et dit « Sois heureux, mon fils ». Comment étions-nous arrivés là?
Où avais-je fait erreur? Est-ce que j'en avais trop donné? Est-ce que j'en avais trop peu donné? Est-ce que parce qu'on lui avait tout donné facilement, Julien n'avait jamais appris la valeur des choses? Ou est-ce que j'avais été aveugle tout ce temps et qu'il avait toujours été ainsi? Ces questions m'ont torturé toute la nuit. Je me suis souvenu de petits signes au fil des ans. Quand il avait 15 ans et menti sur où il était, disant qu'il dormait chez un ami, mais était allé à une fête. Marie voulait le punir, mais je l'ai défendu. C'était juste une fois. Il était adolescent. Quand il avait 23 ans et pris 2000 € de mon portefeuille sans demander, il a pleuré, dit que c'était urgent, qu'il rendrait. Il ne l'a jamais rendu. Quand il avait 30 ans et demandé 15 000 € en prêt pour investir dans un business. Le business a fait faillite en 3 mois. L'argent n'est jamais revenu. J'ai toujours passé l'éponge, toujours justifié. C'est mon fils, tout ce que j'ai. Mais la vérité dure et froide que j'étais forcé d'affronter cette nuit-là était que Julien avait appris qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec moi, que je pardonnerais toujours, accepterais toujours, donnerais toujours plus. Et Sophie avait vu ça. Avait vu un homme faible qui ne savait pas dire non à son fils. Avait vu une opportunité. Vers 3 heures du matin, je suis allé dans la chambre d'amis, la chambre qui était à Julien quand il vivait ici. Je ne touchais jamais à rien après son départ. Le lit était couvert de la même couette patchwork que ma mère avait faite. Au mur, il y avait encore les posters qu'il avait collés à l'adolescence. J'ai ouvert l'armoire. Il y avait la boîte à chaussures où je gardais ses souvenirs. Dessins d'école, photos, cartes pour la fête des pères. J'ai pris une des cartes, c'était du CE1. Avec son écriture enfantine tordue, il avait écrit « Cher papa, tu es le meilleur papa du monde. Quand je serai grand, je veux être comme toi. Je t'aime plus que tout, ton fils Julien. » J'ai tenu ce papier jauni entre mes mains et pensé « Où est ce garçon? Où s'est-il perdu? Où n'a-t-il jamais existé ?» C'était juste un enfant disant ce qu'il savait que les adultes voulaient entendre. Je me suis assis par terre de la chambre, entouré de fantômes du passé. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose qui m'a brisé encore plus. Julien savait exactement ce qu'il faisait. Il n'était pas naïf, n'était pas manipulé par Sophie. Il était complice actif de tout ça. Les commentaires sur ma mémoire, les insistances sur la procuration, les mensonges, le tracker. Il savait tout. Peut-être que c'était même son idée, parce qu'il me connaissait mes points faibles, savait exactement comment me manipuler, savait que je ferais n'importe quoi pour ne pas perdre son amour, et il s'en servait contre moi. À ce moment-là, assis par terre froid de la chambre vide, j'ai pris une décision. J'aimais mon fils. Je l'aimerais toujours. Il faisait partie de moi, était dans mon sang, mon ADN, mon âme. Mais je n'allais pas le laisser me détruire, parce que si je le laissais, il ne me volerait pas seulement, il volerait ma dignité, ma santé mentale, ma liberté, tout pourquoi j'avais lutté toute ma vie. Et pire, il piétinerait la mémoire de Marie, tout ce que nous avions construit ensemble, chaque sacrifice que nous avions fait, chaque nuit que nous avions passée éveillés à travailler, planifier, rêver d'un avenir meilleur, pas pour notre confort, mais pour lui, toujours pour lui. Et il était prêt à tout jeter pour de l'argent. Je me suis levé du sol, remis la boîte dans l'armoire et fermé la porte de la chambre. Je suis retourné au salon, allumé le MacBook et commencé à faire des recherches. J'ai recherché interdiction judiciaire, curatelle, comment se défendre légalement de ce type d'action. J'ai lu des cas réels, des histoires de personnes âgées déclarées incapables par des familles avides, qui ont perdu leur maison, leurs économies, leur liberté. Certaines ne les ont jamais récupérées. Elles sont mortes en maison de retraite, droguées, oubliées, pendant que les familles dépensèrent leur argent. Je ne serai pas l'une de ces histoires. L'aube de lundi s'est levée, je n'avais pas dormi, mais j'étais étrangement lucide. J'ai pris une douche, m'habillé correctement, pantalon social noir, chemise blanche, un collier de perles que Marie m'avait donné. J'ai mis du rouge à lèvres, coiffé mes cheveux, regardé dans le miroir et vu l'homme que je devais être. Fort, déterminé, implacable. À 9 heures du matin, je suis entré dans le cabinet du maître Émile Laurent.
Émile avait été avocat et comptable de Marie pendant 15 ans. Il nous avait aidés avec l'achat des stations, les questions fiscales, le testament quand Marie était malade. C'était un homme de 72 ans, sérieux, méticuleux, incorruptible. Quand je suis entré dans son bureau, il s'est levé surpris. « Henri, quelle bonne surprise. Assieds-toi, s'il te plaît. Café, eau ?»« Café, s'il vous plaît, bien serré. » Il a servi 2 tasses d'un percolateur en aluminium qui restait toujours chaud sur la table basse. Le café était amer, parfait. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ?» J'ai respiré profondément. « Émile, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de secrets absolus. » Il s'est penché en avant. « Sérieux ? Tu sais que tout ce qui se dit ici reste entre ces murs. » Alors, j'ai tout raconté. Le tracker, les commentaires sur ma santé mentale, la procuration qu'ils ont essayé de me faire signer, la menace voilée d'interdiction, les enregistrements que j'avais faits. J'ai méthodiquement montré chaque preuve. Les captures d'écran des apps espions qui étaient sur mon téléphone, le tracker lui-même que j'avais gardé dans un sac plastique scellé, les vidéos de la caméra cachée où Julien rendait claires ses intentions. Émile a tout regardé en silence. Quand j'ai fini, il a enlevé ses lunettes, nettoyé les verres lentement et soupiré. « Henri, ces tentatives de fraude et d'extorsion, tu le sais, n'est-ce pas ?»« Je le sais. Et tu sais qu'ils peuvent effectivement demander une interdiction ? Même sans base, ils peuvent essayer. Ça va être du travail pour te défendre. Ça va coûter de l'argent, du temps, de l'énergie. » « Je le sais. C'est pour ça que je suis là. » Il a remis ses lunettes. « Que veux-tu faire ? » « Je veux me protéger, blinder mon patrimoine et m'assurer que s'ils essaient de m'interdire, j'ai toutes les armes pour me défendre. » Émile a souri. Ce n'était pas un sourire joyeux, c'était un sourire de respect. « Tu es exactement comme Marie. Elle serait fière. » Nous avons passé les 3 heures suivantes à tracer un plan. D'abord, évaluation médicale complète. Émile m'a recommandé une clinique neurologique renommée à Rennes. Je ferai tous les examens possibles, IRM, tests neuropsychologiques, évaluation gériatrique complète, payerai de ma poche sans passer par la mutuelle. Résultat direct et documenté. S'ils demandent l'interdiction, tu as déjà des lodos médicaux récents prouvant ta pleine capacité. Tu anticipes leur défense, a expliqué Émile. Deuxièmement, blindage patrimonial. Émile m'a conseillé de faire un nouveau testament plus détaillé, laissant tout spécifié. Il m'a aussi suggéré de créer une clause d'inaliénabilité, une protection légale qui empêcherait que les biens soient vendus si j'étais interdit. Je vais rédiger le testament avec une clause spéciale. Si un héritier tente de t'interdire de manière frauduleuse, il perd automatiquement le droit à l'héritage. Tout va à une institution de charité que tu choisiras. C'est légal ? Parfaitement légal. Ça s'appelle clause de déshéritage pour indignité. Si l'héritier attente à la vie, l'honneur ou la liberté du testateur, il peut être déshérité. Troisièmement, documenter tout. Émile m'a conseillé de continuer à enregistrer toutes les interactions avec Sophie et Julien. Installe plus de caméras, enregistre tous les appels, garde tous les messages, tout contact tu documentes. Quatrièmement, enquête approfondie. Tu dois savoir avec qui tu as affaire, a dit Émile. Ce Julien me semble un escroc. Les hommes comme ça ont un historique. Nous devons découvrir ce qu'ils cachent. Émile avait des contacts. L'un d'eux était Silvio Moro, détective privé, ex-commissaire de police de Rennes, retraité, discret, efficace, très cher. Ça coûtera 8 000 € pour les 15 premiers jours d'enquête, m'a averti Émile. Je paye. J'ai appelé Silvio encore dans le bureau d'Émile. J'ai expliqué la situation. Il m'a posé quelques questions directes, sans détour. « Monsieur, voulez-vous que j'enquête spécifiquement sur quoi ?»« Tout. Antécédents criminels, dettes, mouvements financiers, relations, emplois antérieurs, tout ce que vous pourrez. Compris. Dans 2 semaines, rapport préliminaire. » Quand je suis sorti du bureau d'Émile, il était presque 14 heures. J'étais épuisé, mais déterminé. J'ai passé les jours suivants à exécuter le plan. Mardi, je suis allé à la clinique à Rennes.
passé par 5 médecins différents. IRM cérébral, test de mémoire. Fallait mémoriser liste de mots, répéter séquences numériques, résoudre problèmes de logique, test d'attention, de raisonnement, de fonctions exécutives. 6 heures d'examen. À la fin, la gériatre Dr Claire, une femme d'environ 50 ans, m'a appelé dans son bureau. Monsieur Dubois, vous avez une capacité cognitive excellente, au-dessus de la moyenne pour n'importe quelle tranche d'âge, y compris plus jeune, mémoire parfaite, raisonnement logique intact. Aucun signe de démence, Alzheimer ou déclin cognitif. J'ai ressenti un soulagement profond. Vous pouvez mettre ça par écrit? Bien sûr. Je vais faire un lodo complet et détaillé avec tous les examens annexés. Mercredi, je suis retourné chez le notaire avec Émile. Nous avons fait le Nouveau Testament. J'ai lu chaque ligne 3 fois avant de signer. Le testament spécifiait « Ma maison irait à Sophie », mais avec clause d'inaliénabilité pour 10 ans. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas la vendre. La moitié de mes économies, 210 000 €, irait à Sophie, aussi avec clause d'inaliénabilité. L'autre moitié irait à la maison d'accueil rénovée, une institution qui abrite les femmes victimes de violences domestiques. Ma Peugeot 2008 irait à mon amie Zélie du club de belote. Clause spéciale. Si un héritier tentait de m'interdire de manière frauduleuse, prouvée par enquête ou processus judiciaire, perdrait automatiquement tous les droits et sa part serait destinée intégralement à une institution de charité. J'ai signé. Le notaire a authentifié. C'était fait. « Henri, tu es protégé », m'a dit Émile en mettant la main sur mon épaule. Maintenant, s'ils tentent quelque chose, ils le regretteront amèrement. Cette même semaine, j'ai acheté 4 caméras espions supplémentaires. J'en ai installé une sur la véranda, déguisée dans un lampadaire, une autre dans le couloir, dans un tableau, une autre dans le bureau, dans une map-monde décorative et la dernière dans la garage, dans une boîte à outils sur l'étagère. Toute ma maison enregistrait. J'ai aussi acheté un enregistreur vocal minuscule, taille clé USB, et j'ai commencé à le porter toujours avec moi, allumé dans ma poche. Toute conversation avec Sophie ou Julien serait enregistrée. Vendredi soir, Sophie a appelé « Papa, il faut qu'on parle de quoi, ma fille ?»« De dimanche, de t'avoir expulsé de la maison. Ce n'était pas juste. » J'ai respiré profondément. L'enregistreur était allumé dans ma poche qui était à côté de moi sur le canapé. « Sophie, ce qui n'était pas juste, c'est que vous m'ayez menacé. »« On ne t'a pas menacé, papa. On s'inquiète. »« Inquiet de quoi? De ma santé ou de mon compte en banque ?» Silence. « Papa, quelle question ?»« Une question honnête. Écoute, je ne vais pas discuter de ça au téléphone. On vient demain matin et il faut résoudre cette situation. » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté à regarder le téléphone, mon cœur accéléré. Résoudre cette situation. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai appelé Émile immédiatement, même si c'était vendredi soir. Ils viennent demain, ai-je averti. Je pense qu'ils vont me presser à nouveau. Enregistre tout, ne signe rien. Et si tu te sens menacé, appelle la police. Tu penses qu'il ferait quelque chose de physique? Henri, pour 420 000 € en cash plus, une maison de presque 1 million. Les gens ont tué pour beaucoup moins. Ces mots m'ont glacé. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai verrouillé toutes les portes, fermé toutes les fenêtres, mis une chaise contre la poignée de la porte de ma chambre, et pour la première fois en 42 ans, j'ai dormi avec peur de mon propre fils. Et l'ex partagé a beau les conseils de papy commenter votre ville. Et samedi matin est arrivé nuageux avec cette menace de pluie. Je me suis réveillé à 6 heures après une nuit mal dormie pleine de cauchemars. J'ai fait du café, pris une douche, m'habillé avec soin, jeans, chemise manches longues, tennis, vêtements pratiques, juste par précaution. À 9 heures, mon iPhone a sonné. C'était Silvio, le détective. « Monsieur Dubois, bonjour. Je sais que j'avais dit 2 semaines, mais j'ai trouvé des choses que vous devez savoir d'urgence. Mon estomac s'est retourné. Qu'est-ce que vous avez découvert? Je préfère montrer en personne. Vous êtes à la maison? Je passe dans 30 minutes? Oui, bien sûr.
Silvio est arrivé à 9h30, conduisant une Corolla grise discrète. C'était un homme petit, costaud, environ 60 ans, cheveux gris coupés militaires, expression sérieuse. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Il a ouvert une chemise noire et commencé à sortir des documents. « Monsieur Dubois, votre fils Julien n'est pas celui qu'il prétend. Ce n'est même pas son vrai nom. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Comment ça? Son nom de naissance est Cardozo Lima. Il l'a changé légalement il y a 8 ans après avoir été condamné pour escroquerie en Bretagne. Il m'a montré un certificat de naissance, puis un jugement. En 2015, il a escroqué une veuve de 73 ans à Rennes. S'est fait passer pour agent immobilier, l'a convaincu de vendre sa maison pour investir dans un projet fantôme. Disparu avec 281 000 €. Condamné à 4 ans, a purgé 2 en semi-liberté. Ma vue s'est brouillée. J'entendais, mais c'était comme si les mots venaient de loin. Il y a plus, a continué Silvio sans pitié. Il a des dettes de 340 000 €, parties avec banque, mais la majeure partie 180 000 € avec des agioteurs. Il est lourdement pressé, a déjà reçu des menaces. Il m'a montré des captures de messages qu'il avait obtenus, je ne sais pas comment, messages de numéros inconnus. Tu as jusqu'au 15 pour payer ou ça va mal finir. Ta femme sait que tu dois, elle va savoir. Mais comment a-t-il fait toutes ces dettes? Ai-je demandé abasourdi. Paris en ligne, il est accro, paris sportif, casino virtuel, perd tout ce qu'il gagne, et beaucoup plus. Il m'a montré des extraits bancaires. Je ne sais pas d'où il les avait et je n'ai pas demandé. Des dizaines de transactions, sites de Paris, montants absurdes, 5 000 € ici, 8 000 € là, 12 000 € à la suite. Et il y a encore une chose, a dit Silvio en tirant un autre document. Photo. Julien entrant dans un motel avec une femme blonde, jeune d'environ 30 ans. C'est Jessica Martin. Il dit à tout le monde qu'elle est conseillère financière. En réalité, c'est sa maîtresse depuis 3 ans. Elle aussi a un casier, petites arnaques, chèques sans provision, escroquerie. Ma tête tournait. Ma Bruxet? Je ne sais pas, mais j'en doute. Les hommes comme lui sont experts en compartimentalisation. La femme ne sait jamais de la maîtresse. La maîtresse ne sait pas de l'épouse, et aucune des deux ne sait des dettes. J'ai regardé toutes ces preuves étalées sur ma table de cuisine. Documents, photos, extraits, la vie secrète et pourrie de mon fils. Pourquoi s'est-il marié avec elle? Ai-je demandé à voix basse. Silvio m'a regardé avec quelque chose comme de la pitié. Monsieur Dubois, des hommes comme Julien ne font jamais rien par amour. Il a recherché votre famille avant, savait que vous étiez vivant, savait que vous aviez du patrimoine. Votre fils était le véhicule d'accès. C'est du textbook, manuel de l'escroc. J'ai senti la nausée monter. Il faut que je lui dise. Dites-le, mais préparez-vous car sa première réaction sera probablement de ne pas croire. Elle le défendra. C'est toujours comme ça. Je savais que Silvio avait raison, mais il y avait encore une chose, a-t-il dit, et la gravité dans sa voix m'a effrayé encore plus. Julien avait recherché interdiction judiciaire, historique de navigation qu'il avait réussi à accéder. Julien condamné 6 ans prison, Sophie divorcée, Henri libre, Peugeot rouge, voyage belote. Fin choc, à beau les conseils de papy, likez, partagez, commentez votre ville. Justice servie. What? Dude, hanging scared me. Oh. Yesterday when that... Was it yesterday? Yeah. When that zombie came out of the wardrobe, that was fucking Oh, that scared the crap out of me. It was so good, though. Terrible. Oh my god. Done. Awesome. Now find the control panel at the base of the mast and turn it on. This thing. We didn't even have to go up. Nope. Amplifier. Not that. I mean, it does look like we have to at some Into a point. powerhouse. It does, yeah. Yeah. Just get to the top. Yeah, there you go. You'll That's a good sweat. Oh, okay.
but we can't. Is there something new we can climb up now? Ah, shit, the cable snapped. Does the door open? Yeah, that would open the door in the center. You've got to be fucking kidding me! I can't see anything. We're gonna climb it up here. That pissed off a lot of zombies. Where the fuck am I going here? Oh, okay. I didn't mean to do that. I didn't mean to do that. Go around. I was trying to heal myself. I don't know why it does that. Making my way up. What? Now what? Oh shit. I'm dead. Why did that happen? Okay. Love that. Fair enough. Oh, hi. Oh, look at that. It put me up here. Nice. I don't even know how it did that. Maybe because I was over here. I've fallen. Oh my god. Okay, I'm fine. I can't see another way to climb up though. Unless it's these fucking... Oh, it actually might be. Where are you? Oh. Under you. I just... I'm confused. You gotta run up. Yeah, but I can't. You come down. What do you mean you can't? Oh, what? Yeah. I'm unsure. I can't make that jump. I've tried. No? I Doesn't just seem don't like know what else I'm meant to do. This. Oh. This part confuses the fuck out of me. Which part? This part. I think I gotta climb this. Yeah, on this thing. Behind you. Yeah, no, I was just looking. Because there's a bunch of them. Okay. Oh, fuck. Should put you back up here, I assume. Yeah. Hey, Bim. Oh my god, I almost fell to my death. Yo. Not cool. Oh, here it is. What? Crane, remember to set the frequency on your radio when you mount the amp. Yeah, got it. Ah, other side. Oh my god, imagine trying to do this in Dying Light 2 with the stamina bug. Well, not bug, but issue. What? Never fucking make it to the top. No way. You get like quarter of the way up and then fall all the way and die. True.
Of course, it waits till I'm all the way up here to stop raining. Yeah.